Bienvenue les amis. Alors ce soir, nous allons regarder la séparation, donc la blessure d'abandon et le jumeau perdu. Nous sommes avec Out et Ouzan qui travaillent sur les blocages émotionnels et le système familial. Bonsoir Out. Bonsoir Gwénoline, ravie d'être là. Bienvenue à tous ceux qui nous regardent. Alors tu es déjà passé sur la Web TV et donc là, nous allons parler du sujet peut-être pas très connu, mais j'ai envie de te poser la question, comment c'est possible de perdre un jumeau pendant la grossesse? Sincèrement, on connaît pas Oui, ça. oui, tout à fait. C'est un phénomène assez curieux. Effectivement, il y a plein de gens qui ne le savent pas. Et quand j'en parle, parfois, il y a des gens qui me disent, non, mais n'importe quoi, on m'en a jamais parlé, j'ai pas de jumeaux, à moins qu'il y ait une erreur médicale. Et c'est vrai que c'est quelque chose un peu particulier. Alors pour en parler, enfin pour expliquer un petit peu de quoi il s'agit, je crois qu'il faut d'abord expliquer ce que c'est la blessure de l'abandon. Et voilà, je vais parler aussi un petit peu de mon cas parce que c'est vrai que je ne savais pas non plus que j'avais en fait un jumeau. Alors il ne s'agit pas d'un jumeau tel qu'on le connaît en fait dans la vie. Donc, je vais expliquer d'abord ce que c'est la blessure de l'abandon et puis après, voilà, tu vas comprendre, enfin, vous allez comprendre de quoi il s'agit en fait. Alors, quand les gens viennent me voir, il y en a un certain nombre qui sait déjà, voilà, je souffre d'une blessure d'abandon. Et bien sûr, il y a des formes et des symptômes différents. Mais ce qui est commun à toutes les personnes qui viennent me voir, ben, c'est que les émotions, en fait, ils ont beaucoup de mal à gérer leurs émotions. Hein. C'est vraiment les émotions qui font le grand 8. Donc, il y a beaucoup de colère, il y a de la tristesse, il peut y avoir de la mélancolie, voilà, une tristesse qui est omniprésente, en fait. Ça peut aller jusqu'à la dépression, d'ailleurs. Il me parle souvent d'un sentiment d'être seul, donc il y a beaucoup de solitude, même quand on vit avec d'autres personnes. Donc, au sein d'une famille, par exemple, on peut se sentir très seul, abandonné. Et très souvent, il y a vraiment un manque de confiance, il y a un manque d'assurance, voire un manque de sécurité. Les gens ne se sentent pas aimés, ils ont l'impression de ne pas avoir leur place à l'intérieur de ce système dans lequel ils vivent. Donc, surtout enfants, on voit ça, il y a une grande timidité, les gens sont très réservés, ils sont très mal à l'aise en fait avec le contact avec les autres. Et quand on regarde tout ça, ça se voit beaucoup dans les relations. Hein. Bien sûr, ça va teinter en fait toute la vie, mais c'est surtout dans la relation de couple que c'est le plus marqué. Parce que il est très difficile quand on ne s'aime pas, on manque de confiance, on manque d'assurance, on se sent abandonné et seul. Il est très difficile de construire en fait une relation de couple durable et épanouissante. Donc, ce qui fait que les personnes, souvent, ils ont vécu déjà plusieurs relations, aucune est réellement satisfaisante. Il y a souvent beaucoup de conflits, il y a du mépris parfois qui est montré en fait du conjoint, enfin du partenaire. Euh, on attire les partenaires qui ne conviennent pas et du coup, il y a quelque chose comment dire, de désagréable qui s'installe, c'est-à-dire quand on a fait, surtout quand on a fait déjà plusieurs expériences qui n'étaient pas très bénéfiques, pas très heureuses, soit on a peur de s'attacher de nouveau, donc en fait on reste toujours à distance, ou alors on se cramponne à l'autre par peur d'être abandonné de nouveau. Et donc évidemment, ben, le partenaire, il ne peut pas gérer ça, donc ce qui fait que ça brise de nouveau le couple. Ou alors on attire carrément des partenaires qui ne sont pas libres. Donc des hommes mariés, des hommes qui habitent très très loin, qui eux-mêmes ne veulent pas s'engager. Voilà, enfin c'est très difficile de créer quelque chose à long terme. Donc bien sûr il y a d'autres signes, mais disons que c'est voilà, c'est ce qui est c'est ce que je vois en fait chez les personnes qui viennent me voir, c'est toujours un petit peu voilà, dans cette direction-là.
D'accord. Mais alors, donc pourquoi la perte d'un jumeau pendant la grossesse, elle est aussi douloureuse finalement? Enfin, tu... Oui, en fait, quand on parle de la blessure de l'abandon, très souvent, on part en fait de la vie après la naissance. Mmh. Et donc, voilà, on peut imaginer que, je ne sais pas moi, par exemple, les parents ont divorcé très tôt parce que le père est parti, parce que l'enfant était dans la couveuse, etc. Donc, on a l'impression d'avoir trouvé l'origine. Mais en fait, C'est une ce qui s'est restimulation en fait. voilà, on a l'impression d'avoir trouvé comment dire, une origine ici dans la vie concrète. Mais Mmh, en réalité, pour moi, c'est déjà une réactivation. Et mmh. c'est là qu'intervient le jumeau. Parce qu'en fait, le jumeau, donc il y a deux plans. Il y a le plan physique. Et sur le plan physique, en fait, c'est un deuxième ovule qui a été fécondé. Donc, on passe effectivement les premières semaines de la grossesse à deux dans le ventre de la maman. Donc forcément, on sent la présence, comment dire, on sait qu'on n'est pas seul, on sent parfois déjà le cœur battre et, euh, et on sait que voilà, on est accompagné quelque part. Mais ce deuxième ovule, en fait, à un moment, voilà, enfin, ça va déjà être un petit fœtus, il va partir, donc il ne va pas grandir, il est pas destiné en fait à grandir, et donc tout d'un coup, on se retrouve seul sur le plan physique. Alors, il faut imaginer qu'on est grand comme ça. Donc, on n'est pas du tout en mesure de filtrer en fait tout ce qui se passe, comment dire, d'expliquer. Et il n'y a personne qui pourrait expliquer quoi que ce soit. Alors, on part du principe que c'est à peu près la moitié des personnes, donc une personne sur deux qui est concernée par ce phénomène-là. Ça ne veut pas dire qu'on a forcément un problème avec cet abandon, mais bien sûr, bon, les personnes qui viennent consulter, voilà, eux, ils le vivent très, très mal. Et il y a à peu près 4% qui sont vraiment visibles sur l'échographie. Ah Parce oui, qu'en général, oui, il y en a à peu près 4% qu'on voit. Et les autres, en fait, voilà, le jumeau, il part avant que quelqu'un soit au courant. Donc la mère ne le sait pas non plus. Et il est très très rare que les personnes me disent ah ben oui effectivement maman m'avait raconté il y avait eu un moment un saignement par exemple au début de la grossesse qui pourrait effectivement expliquer qu'il y avait un jumeau, mais très souvent on ne le sait pas du tout. Et c'est ça qui fait que quand on parle de jumeaux perdus, ben, comme les gens ne sont pas au courant, les médecins ne le savent pas, on ne le voit pas. Voilà, on ne peut pas être informé, donc on ne peut pas expliquer ce phénomène-là aux personnes concernées. Donc alors, ça, c'est sur le plan physique. ouais. Et sur le plan spirituel, en fait, c'est, c'est l'âme qui nous accompagne dans l'incarnation. Parce on a fait ses projets, on a choisi sa famille, on a choisi le contexte dans lequel on veut naître. Et il y a bien sûr cette joie de s'incarner, mais voilà, on ne peut pas tout prévoir, donc il y a aussi une peur qui s'installe. Et donc, c'est quelqu'un, enfin, c'est une âme qui est très liée avec nous, plein d'amour pour nous, bah, qui dit, bah, écoute, je viens avec toi un petit bout de chemin et après, je m'en vais. Et une fois dans la matière, en fait, on a oublié cette promesse-là et on se retrouve face à la solitude. Et donc, tu as demandé pourquoi c'est un tel traumatisme. C'est parce qu'en fait, on n'a pas d'explication, parce qu'on est, on est pris par surprise, en fait. Et on est beaucoup trop jeune, beaucoup trop petit. Il y a pas encore comment dire, les structures qui sont en place pour qu'on puisse l'expliquer et analyser ce qui se passe. Alors, avant de te demander comment on peut guérir de ça, j'ai entendu parler, enfin, il y a eu beaucoup de questions à ce sujet-là lors de la précédente conférence, des gens qui avaient leurs jumeaux en eux. Mais Oui. alors, comment c'est possible? Il y en a qui parlaient dans leurs bras, qui avaient Mmh. une rondeur physique, quoi. Donc, c'est Oui. quand même complètement fou. Oui, 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 tout à fait. C'est assez impressionnant. Alors, c'est rare, hein. C'est assez rare, mais je l'ai déjà vu. Euh, En fait, c'est le bébé en grandissant, c'est comme si il avalait en fait
le petit, enfin l'autre ovule, donc il y en a un qui grandit et puis l'autre s'incruste quelque part dans le corps. Alors j'ai connu effectivement quelqu'un qui, enfin une cliente qui l'avait dans le bras, une autre qui avait une grosseur dans le dos. Et ce qui est intéressant, c'est que ça ne pose aucun problème pendant de nombreuses années. Et puis finalement, alors est-ce qu'on arrive à un moment où il est temps de clarifier ce lien, où tout d'un coup, cette grosseur-là, elle devient visible et puis faut l'enlever? Ou est-ce qu'il y a vraiment un problème médical? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, la blessure de l'abandon, en fait, elle est déclenchée au moment de l'opération. Parce qu'on a l'impression que c'est juste enfin, c'est juste une grosseur qu'on enlève. Et en réalité, c'est là que la séparation physique a lieu. Et donc, les gens, après, ils sont tellement mal après l'opération que ben voilà, ils viennent consulter parce qu'ils disent ben, c'était l'horreur, hein, j'en étais traumatisée. Mais effectivement, oui, ça existe. Hein. Alors, justement, on va parler un petit peu des conséquences qui se mettent en place. Parce que bon, il y a ces, comment dire, ce que je décrivais tout à l'heure, il y a les symptômes, mais en réalité, ça va beaucoup plus loin. Parce que quand on est abandonné, bon, les personnes qui ont déjà vécu une séparation ou un abandon, ils savent à quel point c'est difficile et c'est douloureux. Et donc, on met en place un certain nombre de croyances. Donc, on connaît ces phrases, en fait, qui reviennent tout le temps. Alors, quand un traumatisme, un abandon a lieu aussitôt dans l'existence, c'est vraiment très, très inconscient et donc ça colore vraiment toute la personnalité. Et donc, il y a quelque chose qui se met en place qui fait que on agit toujours en vase clos à l'intérieur de ces mécanismes-là. Alors, ce que je vois très souvent, c'est donc des programmations d'autosabotage. Parce qu'il y a cette croyance, je ne vaux pas la peine d'être aimé, je ne vaux pas la peine qu'on passe du temps avec moi. Et bien sûr, cette impression de ne pas valoir assez. Hein. Donc, il y a la valeur propre, hein, enfin cet amour propre qui est complètement inexistant. Et ce qui fait que les gens, ils ont mis en place un auto-sabotage. Donc, il est très difficile de réussir dans la vie, il est très difficile de construire des projets et puis d'aller jusqu'au bout, par exemple. Alors, quand on a cet auto-sabotage, quelque part, ou disons que cette impression de ne pas valoir assez, il y a deux manières de réagir. Il y a ceux qui se mettent en retrait complètement et qui deviennent quasiment invisibles. Et puis, il y en a ceux qui, au contraire, qui se mettent tout le temps, mais de manière un peu exagérée, au premier plan. Et curieusement, on voit ça très souvent chez les sportifs, par exemple, qui font du sport extrême et qui jouent toujours un petit peu avec la vie, c'est-à-dire qu'ils prennent vraiment des risques insensés. Il peut y avoir effectivement le syndrome du jumeau perdu qui a déclenché ça parce que je dois faire beaucoup plus que les autres pour être vu, pour valoir, enfin pour avoir une raison d'être. Et comment dire, donc moi j'avais une de mes filles par exemple, elle a aussi un jumeau perdu et à 3 ans je la retrouvais sur le toit du voisin par exemple. Donc on peut avoir des choses comme ça. Donc ce sont des enfants qui prennent des risques où les parents sont tout le temps en train de transpirer parce qu'ils doivent sauver leur enfant, enfin vraiment de situations dangereuses. Donc ça peut être un signe qu'il s'agit effectivement d'un jumeau perdu à l'origine. Et puis là, en ce moment, on entend parler beaucoup de burn-out. C'est le même phénomène, c'est-à-dire on travaille toujours plus, on travaille toujours au-delà de ce qu'on sait faire, aussi parce qu'on n'est pas connecté à ses besoins. Et ce qui fait que ben voilà, on peut pas faire le travail qu'on a réellement envie de faire, on peut pas, voilà, on n'est pas reconnu pour ce qu'on est puisqu'on ne vaut rien.
entre guillemets, et on sabote un petit peu sa réussite, réelle. Et un autre phénomène qui se met en place, c'est la culpabilité, parce qu'on se sent responsable pour le départ du jumeau. Et comme c'est justement sur le plan complètement inconscient, on ne fait pas le lien. Donc, on se retrouve tout le temps responsable pour les autres. S'il y en a un qui est coupable, ben, ça va être toujours la même personne, même si elle n'a rien fait. Donc, il y a quelque chose d'injuste, en fait, qui se met en place. Ce sont les enfants à l'école qui sont toujours punis alors que ce sont les autres qui ont bavardé, par exemple. Et on retrouve donc cette responsabilité euh, et on prend déjà les avants, c'est-à-dire on prend en charge en fait les autres puisqu'on sait de toute façon on est responsable si jamais eux ne réussissent pas. Et c'est là qu'on trouve par exemple aussi les couples où on attire un partenaire qu'il faut tout le temps prendre en charge. Donc ça rentre aussi dans cette catégorie-là. Très souvent aussi, on a la peur de prendre des engagements, peur de prendre des décisions. Donc, on est toujours dans une position d'attente en espérant que la bonne occasion, elle va se présenter. Et elle ne se présentera jamais. Donc, en fait, on fait du surplace et du coup, on ne prend pas sa place, la place Donc que l'on concrètement, pourrait. tout ce que tu décris, c'est parce qu'on se pose tous, mais est-ce que nous, on a un jumeau perdu ou est-ce que… Et donc, en fait, tout ce que tu décris, c'est finalement des possibilités que ça nous est arrivé. Mais alors, comment on va soigner ça? Comment on va guérir ça si c'est le cas? Alors, moi, ce que j'ai découvert, parce que moi, effectivement, je fais partie des personnes qui n'ont jamais été abandonnées, donc je ne savais pas que je souffrais en réalité d'une blessure de l'abandon. Je ne savais pas que j'avais un jumeau. Et donc, j'ai cherché d'abord, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font ça, on cherche d'abord à clarifier le système familial. Donc, ça aide, oui, mais ça ne résout pas, enfin, ça ne guérit pas la douleur, en fait, qui est à l'intérieur. Et, euh, et après, on fait l'effort de mieux se connaître, puisqu'on a l'impression de ne pas être comme il faut, donc on cherche à être différente. Donc, il y a tout un problème, une thématique en fait par rapport à l'identité en fait, qui est liée à cette blessure de l'abandon. Et pour ma part, j'ai fini par trouver des méthodes. Moi, j'ai découvert ça en Allemagne. Qui part du principe que la personnalité, en fait, c'est comme un mobile. C'est-à-dire, on a des parts de personnalité qui, moi j'appelle ça les parts d'âme, en fait, avec lesquelles on doit être connecté et on est connecté quand quand la vie est fluide. Quand la vie est fluide, quand on sait où on va, quand on est en connexion avec ses ressources et son potentiel. Et c'est là qu'on est connecté, en fait, à ces parts d'âme parce qu'ils nous guident. Et c'est là qu'on reçoit aussi comment dire, les informations par intuition et on fonctionne de manière intuitive, fluide, vers son projet, en fait, vers sa mission de vie. Et puis, il y a ces autres mécanismes-là, ces autres parts de personnalité qui se mettent en place. Et par exemple, l'auto-sabotage, hein, c'est aussi une part de personnalité. Et il suffit d'une petite chose, en fait, et l'inconscient, il dit, tiens, on est on est en danger, en fait, on va être de nouveau dans une situation dans laquelle on va être déçu, on va être blessé. Et donc, cette part de personnalité, elle va se mettre en avant. Et du coup, elle prend toute la place. Et c'est là qu'on perd, en fait, la connexion avec qui on est réellement, avec sa part divine, avec sa part d'âme. Et du coup, ben voilà, on est dans un fonctionnement d'autosabotage, manque d'amour, timidité, réservé, etc. Et en fait, moi, j'ai fait une combinaison en fait de ces mécanismes-là pour créer quelque chose qui permet donc premièrement de travailler sur le lien avec le jumeau, parce que le jumeau, il a toujours été là.
Mais comme on a ces croyances et ce manque de connexion par rapport à soi-même, on a perdu le contact avec le jumeau. Donc, je rétablis ce lien, je lui redonne sa place et je redonne aussi pleinement la place à la personne qui vient me consulter. Donc, ça, c'est une première étape. Et il est bien sûr très, très important de se reconnecter à ces parts d'âme qui nous guident, qui gèrent notre potentiel, nos ressources. Et je transmute ces mécanismes de protection qui se sont mis en place. Donc, voilà, manque de valeur, autosabotage, etc., comme je les avais énumérés tout à l'heure, et qui font qu'on ne peut pas vivre, on ne peut pas rayonner qui on est réellement. Et quand on les transmute, en fait, en dessous, il y a plein de ressources, il y a plein de potentiels qui sont cachés et qui deviennent du coup de nouveau, c'est comme un couvercle qu'on lève, en fait. Ils sont libres, quoi. Voilà, ils deviennent de nouveau disponibles, je les intègre pour que la personne les ait de nouveau à disposition. Et ce travail-là, après, il va se poursuivre, bon, sans que moi j'ai à intervenir. Mais comme l'inconscient, il a compris, je n'ai plus besoin de me protéger, en fait, du coup, il peut fonctionner autrement. Le mobile, enfin, l'image du mobile que j'ai utilisé tout à l'heure, il peut se rééquilibrer et ça prend, voilà, plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour que la personne apprenne à intégrer ces nouvelles ressources, à les vivre au quotidien et puis à les gérer. Mais ça se fait voilà, de manière très fluide, très naturelle. D'accord. Alors, oui, excuse-moi. Non, mais je t'en prie. Alors, il y a plusieurs questions. J'aimerais aussi te poser une question. Donc, toi, tu fais des consultations à distance, tu vas proposer des stages et tout. Est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent s'aider soi-même, c'est-à-dire ceux qui ont envie de faire ça seuls? Est-ce que c'est envisageable ou pas du tout? C'est trop compliqué, non? Non, c'est trop compliqué parce que cette blessure de l'abandon, enfin ce traumatisme d'avoir perdu le jumeau, c'est comme un voile en fait qui se pose sur tout le mode de pensée, sur le comportement et du coup, comme c'est notre pensée qui crée notre réalité, on crée une réalité qui correspond, enfin, qui nous reflète. Qui passe par ce filtre. Oui, parce qu'en fait, on tourne tout le temps en vase clos. Donc, il est impossible d'avoir un regard de l'extérieur et de se regarder de manière neutre et d'imaginer autre chose, puisqu'on a grandi avec, on ne connaît pas autre chose. Donc, parfois, quand je travaille avec les gens et on parle de joie de vivre, ils me disent, mais je ne sais pas ce que c'est. Ou, enfin, je me souviens qu'on me disait, mais écoute, voilà, la clé pour le mieux-être, c'est de s'aimer. Mais je ne sais pas comment ça fonctionne. Je n'ai jamais pu m'aimer puisque je suis née, enfin, je suis arrivée sur Terre avec l'idée que, voilà, je ne mérite pas d'être aimée. Donc, en fait, il y a un réapprentissage, en fait. Il y a vraiment quelque chose enfin, moi, j'appelle ça une réprogrammation, en fait, qui a lieu lors des séances que je fais avec les personnes. Donc, on n'a pas besoin de beaucoup de séances. En général, j'en fais 3, éventuellement 4, mais en général, 3 suffisent déjà pour ouvrir plein de portes pour que la personne puisse les franchir. Mais tout seul, non, c'est impossible. D'accord. Alors, on a une question de Sophie qui nous dit « Bonsoir, est-ce qu'il peut y avoir une incidence sur l'alimentation ?» Merci. Oui, tout à fait. Ça veut dire qu'on mange comme deux? Oui, effectivement, il y a des personnes qui mangent pour deux. Et il y a des personnes aussi qui, comment dire, comme on n'est pas connecté à ses besoins, à ses envies, c'est-à-dire on n'arrive pas à se connecter à ses besoins physiques. Et puis après, c'est les conséquences des symptômes quand quand on a peur de s'engager, on n'arrive pas à trouver la juste distance par rapport aux personnes. Voilà, on se crée en fait un embonpoint pour être en sécurité. Donc il peut y avoir plusieurs phénomènes, mais effectivement, oui, il peut y avoir une résonance. Oui, tout à fait. Alors il y a Flamme Violette qui nous dit « Comment peut-on savoir si on a eu un jumeau ?» C'est vrai que tu as décrit plein de choses, mais nous, seuls à la maison chez nous, on se dit « Mais comment on peut savoir ?»
Mais il y a des gens qui me disent, mais j'ai passé ma vie à chercher ma moitié voilà, qui manque. Alors déjà, c'est vrai que il y a beaucoup de symptômes, mais il y a aussi des comportements. Il y a des gens qui achètent tout en double, par exemple, qui ont tout en double exemplaire à la maison, où le frigo est toujours rempli pour les 4 semaines à venir, qui ont très peur de se séparer, par exemple, d'objets, qui souffrent quand une amitié se termine. Voilà, on peut avoir des comportements comme ça, mais déjà, enfin, je pense que si vraiment la personne a un jumeau perdu, je pense qu'elle s'est déjà reconnue dans les premiers phénomènes, parce que c'est vrai que c'est les symptômes les plus connus, les plus répandus. D'accord. Alors, Sinon, excuse-moi, je propose toujours un entretien préalable gratuit, donc on peut tout à fait me contacter et puis on regarde ensemble. Voilà, j'arrive à poser, enfin, je pose quelques questions et puis j'arrive très facilement à savoir s'il y a une probabilité d'un jumeau perdu. d'accord, super, merci pour cette info. Il y a Nathalie qui nous dit bonsoir, je vis une séparation sur une blessure d'abandon, durement due à un jumeau perdu vers 2 mois de grossesse. 3 personnes thérapeutes disent que j'ai eu un jumeau perdu. La vie n'est pas simple. C'est vrai Oui, que si on nous rajoute des trucs subtils qu'on ne voit pas, ça oui, devient un petit peu complexe. oui, 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 tout à fait, tout à fait. Mais c'est vrai que là, quand on a déjà vécu ce traumatisme, enfin la perte du jumeau, on a déjà ce traumatisme inconscient, enfin qui est vraiment présent. C'est vrai qu'une séparation par la suite, c'est une douleur qui est insupportable. Alors c'est vrai qu'après, moi, j'invite vraiment les personnes à prendre des initiatives pour travailler sur ce jumeau perdu, pour retrouver un équilibre, parce que très honnêtement, une séparation, bon, certes, c'est un moment difficile à passer, mais quand il n'y a pas le jumeau, enfin ce syndrome du jumeau perdu auparavant, on a en fait des ressources pour bien remonter la pente. Alors qu'avec le traumatisme, ça peut durer enfin plusieurs années, hein. D'accord. Alors, il y a Marilyn qui nous dit j'ai une jumelle et suite au décès de ma mère, nos routes se sont séparées il y a 4 ans. Pour mon fils, j'avais 2 poches, dont une vide. J'ai toujours été rejetée par ma famille car différente. Voilà, elle n'a jamais été comme tout le monde, elle a été hors norme. Oui, ça, je le vois souvent qu'il y a cette impression, ben, comme on n'a pas sa place en fait enfin, on a l'impression de ne pas avoir de la place dans son système familial, où on n'arrive pas à la prendre. Il y a effectivement cette impression d'être tombé du nid et de venir d'une autre planète, de ne pas être compris. Et c'est vrai que comment dire, la famille, comme elle ne connaît pas non plus ce phénomène, elle ne sait pas gérer en fait, hein, parce que quand je travaille parfois avec des jeunes mamans, quand elles savent, en fait, quand elles connaissent le syndrome du jumeau perdu, elles savent l'expliquer à leur enfant et du coup, voilà, ça se passe beaucoup mieux. Alors que là, c'est difficile. Euh, voilà, là c'est pareil, hein, il faudrait effectivement faire un travail ciblé dessus pour. Oui, c'est une question de décision après de faire des choses, Oui, c'est comme dans tout en fait. oui, tout à fait. Il y a cette décision à prendre et je pense que voilà, il faut vraiment dépasser aussi ce gêne, puisque on a l'impression de ne pas valoir, de ne pas avoir suffisamment de valeur pour mériter le bonheur. Et donc là, il faut vraiment passer un petit peu par-dessus son ombre et dire, tant pis, je fais ce pas-là parce que je sais qu'après, le bonheur est possible, hein. Pour moi, tout est transformable, tout est modifiable. Et oui, effectivement, on peut dépasser le syndrome du jumeau perdu. Oui, tout à fait. Il y a Patrick qui dit c'est fou quand même, hein. C'est vrai que c'est Oui, oui, épatant. Moi, oui, je suis oui, toujours aussi épatée. Pourtant, ça fait déjà 2 ou 3 ans qu'on s'est connus, mais ouais. voilà. Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, on peut peut-être, tu peux nous donner ton actualité, c'est-à-dire là, actuellement, tu fais toujours des consultations en ligne. Ton Oui. stage de mai,
de fin mai, on ne sait pas s'il est maintenu ou pas pour le moment. Voilà, tout à fait. Oui, avec les circonstances actuelles, je ne sais pas si, s'il peut avoir lieu. Je suis à peu près 5 à 6 fois dans l'année en région parisienne. Où j'organise donc des ateliers parce qu'on peut travailler en groupe comme on peut travailler en individuel. Donc moi, je travaille en individuel. Donc bien sûr, j'ai des personnes qui viennent me voir sur place, mais la plupart des consultations ont lieu par Skype ou par Zoom. Donc ça marche très très bien. Donc je guide les personnes, j'envoie les informations auparavant, donc on communique sans problème par Skype ou par Zoom. L'efficacité est exactement la même, hein, donc le travail est très très chouette. Je suis disponible pendant à l'intérieur des séances. Donc comme je disais tout à l'heure, en général, je fais 3 séances. Espacées d'une dizaine de jours à peu près, ce qui fait que chaque séance peut travailler et je peux intégrer voilà, je peux intégrer les premiers résultats en fait dans la séance suivante pour augmenter l'efficacité. Et puis pendant ce temps-là, je suis disponible pour voilà les questions, etc. Et puis quand on travaille en groupe, ça se passe un peu différemment. Moi, j'aime beaucoup travailler en groupe parce qu'on comment dire, les personnes, ça leur permet d'échanger avec des personnes qui sont dans la même situation et de voir que finalement, on n'est pas tout seul parce qu'on a l'impression d'être complètement seul avec cette blessure-là. Alors que là, tout d'un coup, on se rend compte, ah ben non, il y a plein de gens qui sont comme ça. Et qui le vivent éventuellement différemment. Donc, cet échange est extrêmement riche. Et ça permet aussi comment dire, de changer de perspective. Donc, c'est très, très intéressant. Alors, il y a Sophie qui demande, vous utilisez quelle méthode? Parce que c'est vrai que c'est intriguant. Qu'est-ce que c'est? C'est un état de conscience modifié? C'est des questions? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Non, pas du tout. Ouais, c'est quoi? Non, pas du tout. En fait, c'est une méthode qui est née en fait des constellations familiales à l'origine, hein, mais sauf que là, je travaille avec le système intérieur, donc vraiment avec les différentes parts de la personnalité. Et donc, on travaille effectivement dans l'espace. Et de manière symbolique, hein, c'est-à-dire la personne, elle ne sait pas qui représente qui. Et donc c'est très intéressant parce que c'est là qu'on accède en fait à l'inconscient. Mais je ne modifie pas les. Voilà, vous êtes parfaitement conscient pendant toute la séance. Et bon, après, bien sûr, j'explique. Et c'est là que j'explique voilà, qu'est-ce qu'on a fait exactement. Donc, voilà, c'est toujours en interaction avec la personne. Et quand finalement on révèle voilà, qui est qui représente qui, c'est là tout d'un coup que les personnes me disent, bah oui, maintenant je comprends pourquoi j'ai vécu ça. Et effectivement, voilà, ils font le lien avec différents événements dans leur vie, voire avec différentes personnes. Parce que ce qui se passe à l'extérieur, c'est toujours le miroir de ce qui se passe à l'intérieur. Donc, voilà, c'est assez intéressant à voir. Et d'ailleurs, voilà, ça modifie bien sûr la personnalité. Bon, je ne vais pas transformer le caractère de la personne, mais disons qu'enlever les choses gênantes. Voilà, des intrus, on peut appeler ça des intrus, laisser la place du coup pour autre chose, quelque chose de beaucoup plus riche, beaucoup plus sympa et facile à gérer. Et il y a forcément une répercussion à l'extérieur. Donc tout d'un coup, on s'aperçoit que maman ne réagit plus de la même manière, ou alors le conjoint tout d'un coup, il devient plus sympa. Parce qu'on a repris notre place en nous-mêmes, donc on envoie des fréquences et des informations différentes, et l'autre il s'ajuste à nous. Oui, tout à fait. Tout à fait. J'ai plein de personnes qui sont passées d'une relation insatisfaisante à la suivante et qui tout d'un coup attirent enfin un conjoint en fait qui est adorable et puis avec qui ça colle très très bien. Donc voilà, la répercussion elle est là. On a une autre question de Catherine qui dit, est-ce que le jumeau perdu peut naître lors d'une autre grossesse? Oui. Oui, on peut effectivement rencontrer son jumeau incarné. Alors, il se peut qu'il s'incarne en tant qu'enfant, éventuellement
Enfin, on peut rencontrer, je connais plusieurs personnes qui ont épousé leurs jumeaux perdus et ou alors qui le rencontrent sous forme d'une amie. Euh, on s'en aperçoit quand la relation, elle a quelque chose de fusionnel. Et la difficulté, en fait, c'est quand on épouse ou quand le conjoint est l'incarnation du jumeau perdu, ça crée quelque chose de un peu tordu parce que on a des attentes envers l'autre, mais qui ne sont pas sur le même plan puisque on espère que notre conjoint comble le vide laissé par le jumeau perdu. Et là, le pauvre, il est dépassé aussi. Donc, voilà, il y a un travail à faire. Mm. Bah, écoute, merci beaucoup, Out. Vraiment, Ben, avec c'est hyper intéressant et merci pour tous vos commentaires. Je voulais aussi remercier tous les auditeurs parce que vraiment, c'est un vrai soutien de voir toujours vos messages, que ce soit sous les vidéos YouTube et tout. Enfin, moi, en tout cas, ça me motive pour trouver des intervenants aussi extraordinaires que Out et d'autres. Comme ça, je vous renvoie vers des personnes aidantes. Pour ceux qui veulent être informés des prochaines émissions, donc des émissions en live et poser vos questions, je vous ai mis, c'est nouveau, hein, j'ai mis un petit lien pour que les gens puissent s'inscrire à la newsletter sous la vidéo. Comme ça, vous recevez 30 minutes avant le direct, qui est un direct sur YouTube. Voilà, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez cliquer sur le lien. Et sinon, je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous. Merci encore, Out. Et puis on se dit à bientôt. Belle soirée à tout le monde. Ah oui, ce que je voulais vous dire, c'est que demain, nous avons un direct sur l'énergie des couleurs à 20h et vous allez pouvoir poser vos questions. C'est hyper intéressant et on va faire un tirage de cartes sur les couleurs. Donc, soyez là parce que ça va être top. Voilà.